Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie, au nom du FIP, d'être avec vous cet après-midi à l'Université de Rennes pour cette 15e étape de notre Tour de France des handicaps invisibles. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à l'Université de Rennes qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux et qui nous permet d'organiser cet après-midi de rencontres. Alors j'en profite pour vous dire quelques mots du FIP-HFP, mais je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous nous connaissez. Mais néanmoins, je vais quand même rappeler notre objectif. Donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, c'est un établissement qui a été créé en 2005, qui est encore un peu jeune, mais qui a quand même une certaine maturité et des actions à son actif. Nous avons pour objectif d'accompagner les employeurs pour qu'ils contribuent à l'insertion, au maintien dans l'emploi et à la sensibilisation des personnes en situation de handicap, avec aussi des focales à faire sur les parcours. Le FIP, pour accompagner les employeurs, utilise les fonds collectés auprès des employeurs publics qui ne remplissent pas leur obligation d'emploi de 6%. Donc notre objet est de travailler avec les 3 versants de la fonction publique, ce qui fait que nous avons aujourd'hui dans la salle une diversité de personnes présentes qui viennent des 3 versants de la fonction publique. Profitez-en entre vous pour échanger, c'est toujours précieux de connaître les pratiques des collègues. Et nous avons pour principe celui de la compensation, c'est-à-dire qu'on intervient quand l'ensemble des autres acteurs ont financé les actions au bénéfice des personnes en situation de handicap. Nous nous mobilisons particulièrement à travers les aides ponctuelles qu'on peut attribuer aux employeurs publics, mais aussi à travers le conventionnement. C'est un outil qui nous est précieux puisqu'on finance, on cofinance avec l'employeur public des plans d'action dans le cadre de ces conventions et qui conduisent l'employeur à s'engager sur plusieurs années dans un plan d'action qui est assez structurant et qui permet de déployer une politique dans les administrations. Il est très important qu'il y ait une mobilisation des administrations au niveau politique. Il est essentiel aussi d'avoir dans les structures un référent handicap, qui sont les chevilles ouvrières. Mais c'est vrai que quand on a une mobilisation au plus haut niveau, ça permet de faire parler de nos sujets, de les faire connaître et de sensibiliser l'ensemble du collectif de travail pour lever les freins au recrutement. Et on le sait, pour les personnes en situation de handicap, le travail est un facteur d'inclusion. Nous avons souhaité mettre l'accent sur les handicaps invisibles. C'est même un de nos axes de notre programme exceptionnel. Et nous avons d'ores et déjà publié un guide sur les accompagnants de personnes en situation de handicap invisible. Et nous avons décidé, il y a bientôt plus de 2 ans maintenant, de faire ce Tour de France des handicaps invisibles pour les rendre visibles, non pas pour les stigmatiser, mais au contraire pour démontrer que c'est possible de travailler avec un collègue en situation de handicap invisible. Les chiffres sont là, 80% des personnes sont en situation de handicap invisible dans le monde du travail. On a voulu ce Tour de France. Au départ, c'était pour accompagner le guide, mais on s'est rendu compte que c'était surtout l'occasion d'échanger des bonnes pratiques, de faire connaître toutes les modalités d'accompagnement qui existent et de faire réfléchir aussi le collectif de travail, les collègues et les encadrants sur ces handicaps invisibles. Chaque étape du Tour de France est l'occasion de faire un focus sur une typologie de handicap invisible, avec l'intervention de grands témoins et l'organisation de tables rondes. C'est aussi ce qui fait la spécificité de ces rendez-vous et ce qui en fait la richesse. L'expérience a montré qu'à l'écoute de cas concrets, ça devient tout de suite plus tangible, ça revêt une réalité forte et humaine. À Rennes, on a fait le choix de traiter de l'épilepsie et des troubles cognitifs qui sont associés. La prévalence, tous âges confondus, de l'épilepsie traitée en France est de 10,2 pour 1000 habitants. Et on sait que cette maladie chronique a des répercussions sur la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes. C'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qu'on peut stabiliser par des traitements, ce qui nous offre effectivement des perspectives d'insertion durables. Les impacts sur la vie professionnelle, on ne peut pas les nier. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place des modalités d'accompagnement spécifiques pour les personnes qui sont atteintes de ce type de handicap. Et dans ce cadre, le FIP finance un certain nombre de dispositifs dont il sera question aujourd'hui. Et on va vous proposer de mieux les connaître, de se préparer, de s'acculturer. Et en fait, on va tous, je pense, apprendre des choses grâce aux experts qui sont présents aujourd'hui. Les tables rondes qui sont prévues cet après-midi devraient nous apporter beaucoup d'enseignements.
Notre Tour de France, on en est au bout, puisqu'il ne nous reste plus que 2 étapes qui traiteront d'autres types de handicaps. Donc le 7 novembre, en Nouvelle-Aquitaine, on parlera des troubles auditifs. Et le 5 décembre, en Bourgogne, on parlera des handicaps psychiques. Nous avons d'ores et déjà, avec notre Tour de France, touché 1648 personnes. Je pense qu'on en a une centaine de plus à notre actif aujourd'hui. Et je vous en remercie. Pour conclure, je voudrais saluer le travail de tous ceux qui se sont mobilisés pour assurer la réussite de cet événement. Je vais citer Nicole Freinet, la directrice de la communication du FIP, qui a travaillé sur chacune de ces étapes et qui a été un peu le fil conducteur. Je tiens à remercier Laurent Félix, le directeur territorial au handicap, que vous connaissez tous, qui a été un précieux contributeur sur cette étape. Et puis, je remercie aussi Jérôme Audon et son équipe qui est à nos côtés dans le cadre du Handipact, qui nous a également beaucoup soutenus. Et je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux d'entre vous qui sont présents. Et je vous souhaite une très belle après-midi d'échange dont je ne doute pas qu'elle sera fructueuse. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Audrey Lavenu, je suis chargée de mission qualité de vie au travail et action sociale auprès du président de l'Université de Rennes, David Alice. Et donc du coup je suis ravie de vous accueillir dans nos locaux ici à l'Université de Rennes sur le campus de Beaulieu. En effet, notre université fait bien évidemment une priorité des questions du handicap et comme l'a signalé tout à l'heure la collègue, c'est une équipe mobilisée qui permet, une équipe politique mobilisée, une ambition partagée qui permet d'arriver à ses fins. Donc nous, à l'Université de Rennes, nous avons une gouvernance qui comprend un vice-président en charge des ressources humaines et du dialogue social, et puis moi-même chargée de mission qualité de vie au travail et de l'action sociale, qui permet de faire avancer, effectivement, de mener des politiques spécifiques. Et dans ma lettre de mission, par exemple, j'ai le schéma directeur handicap qui nous permet de définir une politique spécifique. Nous avons également la chance à l'université de nous être structurés au sein de la direction des ressources humaines avec un pôle qualité de vie au travail, dialogue social et action sociale, et donc une correspondante handicap ici présente qui fait un travail de front, travail de fourmi, comme ça a été cité tout à l'heure. Et effectivement, c'est ce qui nous permet d'avancer, de mettre une pierre. Alors, on ne se satisfait jamais de là où on en est, parce que bien évidemment, quand on parle du 6%, quand on parle de tout un tas de chiffres qu'il va falloir qu'on arrive à atteindre, eh bien pour le coup, voilà, c'est vraiment un travail de fond et il ne faut pas relâcher. Mais en tout cas, politiquement, on est dans cette dynamique à l'Université de Rennes. On a également notre service de médecine préventive qui comprend 3 médecins du travail, une responsable administrative et financière, 2 infirmiers, 3 assistantes donc pour aider ce travail infirmier-médecin, et un assistant de service social, et enfin un psychologue du travail. Donc en fait des équipes opérationnelles qui travaillent directement en face à face avec les personnes, avec nos personnels, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Et donc tout cela nous donne, en fait, nous permet d'avoir une ambition forte sur la question du handicap. Donc notre mission collective, c'est d'encourager et d'accompagner le recrutement de personnes en situation de handicap, puis après d'assurer le maintien dans l'emploi de l'ensemble des personnels, puisque ça, parfois, c'est un véritable challenge. Il faut réellement pouvoir être réactif, pouvoir faire un travail de confiance, que ce soit de personne à personne ou que ce soit avec les structures. Et puis, enfin, pour pouvoir justement travailler collectivement, eh bien, il faut correctement communiquer sur le handicap et espérer finalement passer de égalité et équité vers l'inclusion. Et je pense que chacun d'entre vous, vous cernez malheureusement au fur et à mesure tous les freins à sauter ces marches-là. Donc notre schéma directeur pluriannuel 2022-2027, donc nous avons porté collectivement, et en fait on a fait justement un travail participatif initié
politiquement, mais travailler avec les services au fur et à mesure, et c'est le seul moyen de faire avancer les choses, sur différents axes. Donc le premier axe, c'était développer les politiques de ressources humaines à l'égard des personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'était développer l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc là-dessus, on avait plutôt un peu d'avance. Le service, en tout cas, qui s'occupe de ça, s'était structuré depuis plus longtemps. Et donc, du coup, bon, il y a quand même de toute façon encore beaucoup de choses à faire, et d'autant plus de choses à faire que le nombre d'étudiants en situation de handicap à l'université augmente. Tant mieux, on s'en félicite d'ailleurs, mais du coup, il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir rendre possible, faciliter la vie des personnes, des étudiants en situation de handicap. L'axe 3, c'était communiquer, former et sensibiliser sur la question du handicap. Et on l'a mis en plus un petit peu en parallèle avec un axe, l'axe 6, tout à la fin, qui est d'améliorer la visibilité de la recherche et de l'enseignement dans le domaine du handicap. Alors tout bêtement, parce qu'à l'Université de Rennes, on a, donc ça touche tout ce qui est sciences au sens large, donc la santé, les sciences économiques, la biologie, les mathématiques, voilà, tout ce qui est vraiment sciences au sens très large. Et en fait, on fait du coup beaucoup de choses. On a aussi du management, par exemple. Et donc, à l'Institut de gestion de Rennes, par exemple, il y a effectivement des diplômes qui vont parler spécifiquement de la question du handicap dans le management. Et donc, par rapport à tout ça, eh bien, on s'est dit, finalement, essayer de faire quelque chose d'exhaustif sur la recherche qui est faite, par exemple, au CHU, sur des questions de réadaptation, etc., eh bien, nous permettrait, finalement, si on communique mieux sur ce qu'on fait en recherche et en enseignement à l'Université de Rennes, eh bien, ça participe aussi à la sensibilisation, finalement. Donc, du coup, ces deux axes qui résonnent un petit peu. L'axe 4, c'est l'accessibilité des bâtiments et du numérique. Et donc là aussi, accessibilité du bâtiment, j'ai l'impression qu'on a souvent un temps de retard, mais on y va. D'abord, c'est dans notre obligation. Et puis, du numérique, là aussi, il y a énormément de choses à faire encore. Et puis, bien sûr, l'axe 5 que vous connaissez tous, qui est la mise en place de politiques d'achat solidaire. Et donc, là aussi, il y a encore un travail fondamental. Donc un petit focus sur le plan d'action. Du coup, des points qui nous ont semblé, alors le schéma directeur est vraiment très riche, mais des points qui nous ont semblé importants de vous dévoiler ici, c'est favoriser l'apprentissage. On pense réellement que la question d'apprentissage, on le connaît sur les étudiants en règle générale, mais encore plus sur les étudiants en situation de handicap, par exemple, eh bien, l'apprentissage est une source un levier en fait possible pour pouvoir améliorer les choses. Favoriser l'évolution de carrière, on en a parlé encore ce midi, où effectivement il est temps d'avancer sur nos viviers étudiants, doctorants, puis après maîtres de conférences, et au fur et à mesure, finalement, probablement que pour améliorer l'évolution de carrière, eh bien, il y a un vrai processus à faire tout au long de l'évolution en termes d'âge et en termes d'expérience de l'étudiant. Le recrutement d'enseignants titulaires reconnus travailleurs handicapés par la voie contractuelle, effectivement, probablement que sur le côté contractuel, on a des leviers encore plus forts. Donc, vivier de recrutement, j'en ai parlé là tout à l'heure. Les partenariats externes à développer en appui au recrutement. Donc, ça aussi, c'est une chose auquel on croit, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Et puis, le maintien dans l'emploi en poursuivant et en développant les partenariats avec les prestataires. Sur la partie sensibilisation, formation et communication, alors on a déjà travaillé sur un livret d'accueil qui permet de bien avancer les choses. Des journées à thème, des cafés handicap, ça c'est des notions qui permettent de bien avancer. L'atelier langue des signes française, bien évidemment.
des plaquettes, de la formation spécifique, donc j'ai évoqué tout à l'heure aussi le handi management, qui permet de former les managers aux questions du handicap, et puis bon, quelque chose que vous connaissez tous, le duo day. L'année dernière par exemple, on a formé 10 duos sur un vie ma vie sur une journée, enfin un accompagnement en tout cas pour faire découvrir les métiers. Et donc c'est une chose là aussi d'ailleurs où pour le développer, parce qu'en fait on a souvent finalement plus de personnel qui veulent accueillir que de duos formés. Et donc là-dessus, je pense qu'on a des partenariats à envisager pour pouvoir continuer à avancer de ce côté-là. Et peut-être continuer à avancer aussi pour que ça devienne un vrai tremplin aussi à l'embauche derrière. Sur la question accessibilité des bâtiments et du numérique, donc on pensait par exemple bien sûr à l'accessibilité des supports de communication et l'amélioration des signalétiques. Donc là aussi c'est sans fin. Enfin, on travaille dessus, mais bien évidemment, enfin, entre notre université qui est en travaux assez régulièrement, qui va modifier les choses, donc finalement, quand on fait quelque chose, 2 ans après, il faut tout recommencer. Enfin, voilà, donc bien sûr, on a la réalité concrète qui complique la vie, mais on s'accroche, on y va. Et puis, donc, côté politique d'achat responsable, bah, la convention réseau avec le GESAT, bien évidemment, que l'on a. Et puis, la coordination des actions des DRS, donc développement durable et responsabilité sociétale. Là aussi, le fait d'avoir un vrai plan d'action, une vraie reconnaissance des DRS, bah pour le coup, ça a été un tremplin supplémentaire pour pouvoir accélérer certaines choses. Voilà. Et la visibilité et promotion des formations et travaux de recherche autour des questions du handicap, j'en ai parlé tout à l'heure, du coup. Voilà. Alors, juste par rapport au Tour de France handicap invisible, je me suis dit, je ne suis pas la mieux placée pour pouvoir dire ce que c'est, mais je voulais quand même dire 2 mots. Donc 80% des handicaps sont invisibles, avec des handicaps cognitifs, sensoriels, psychiques, des maladies invalidantes ou chroniques ou auto-immunes qui vont impacter certaines capacités et qui, le fait d'impacter certaines capacités, eh bien en fait, ne va pas être détectable à l'œil nu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un handicap invisible, bien évidemment, et qui complique la vie de tous les personnels, puisque l'entourage peut ne rien percevoir, alors que certaines capacités en fait sont mises à péril. On n'a pas une catégorie, on a une grande diversité de manifestations, et donc du coup c'est ça qui va compliquer finalement même la sensibilisation, parce que du coup quand on sensibilise pas sur un point particulier, on va sensibiliser sur en général, soyez à l'écoute de ce qui peut se passer, mais on ne peut rien décrire en fait à partir du moment où on a autant une si grande diversité de manifestations. Et donc, dans le quotidien des personnels, bah, c'est l'intensité, la durée et la fréquence des troubles qui va poser problème, qui va rendre en fait incompréhensible la réaction ou une situation, ou une capacité qui n'est plus à un temps possible, et donc des difficultés de décryptage par l'entourage social, ce qui va conduire à des difficultés relationnelles, des difficultés de maintien dans l'emploi et d'accès aux promotions, bien évidemment. Enfin, le bien évidemment étant trop, malheureusement, ça a des conséquences sur l'accès aux promotions, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. En plus, du coup, difficulté à pouvoir en parler, parce que derrière, on a peur de la stigmatisation, souvent on a une méconnaissance aussi des dispositifs d'aide, donc c'est aussi pour ça que nous sommes structurés en travail avec la médecine préventive, pour pouvoir effectivement faire en sorte de pouvoir frapper à la bonne porte et ne pas avoir peur de demander quels sont les dispositifs d'aide possibles. Donc, on y croit énormément. Informer, s'informer, sensibiliser sont les outils indispensables pour décrypter l'invisible et donc les situations qui nous occupent ici. On a déjà travaillé
Le petit clin d'œil pour Jérôme Audon, puisque du coup, il y a 2 ans, donc chaque année, en fait, avec Nathalie Ingan, correspondante handicap, on travaille sur la CEP, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, en novembre 2022, on avait fait intervenir Jérôme Audon pour une conférence participative sur les handicaps invisibles. Où sont-ils? Qui sont-ils? Parlons-en. Et donc, nos personnels ont été vraiment très, très intéressés. Enfin, pour nous, c'était un vrai succès. Et je suis ravie que l'on puisse accueillir le Tour de France Handicap Invisible aujourd'hui. Merci beaucoup, Audrey. D'abord, on peut effectivement l'applaudir beaucoup. D'abord, de nous accueillir aujourd'hui au sein de l'université. Heureusement que vous avez pu déployer avec Nathalie, qu'on connaît bien également, voilà, toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour pouvoir nous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre qu'on aurait aimé évidemment complètement plein, mais bon, on est déjà nombreux. Alors, j'ai bien conscience que vous êtes tous des professionnels et on va passer quand même assez rapidement un certain nombre d'éléments, dont la partie handicap invisible, parce que vous avez probablement à plusieurs reprises déjà eu en fait ce genre de sujet. Mais je voudrais quand même qu'on s'y arrête avant de rentrer un peu plus sur l'épilepsie, parce que comme vous le disiez, Audrey, l'épilepsie, c'est une maladie, c'est un handicap invisible. Et quand c'est invisible, eh bien, quand il y a à un moment donné des postures, des comportements, des situations qu'on ne connaît pas, on est un peu dérangé. Alors, pour ça, on va jouer un peu ensemble, histoire de se mettre un peu dans le bain. Vous allez, pour ceux qui ont respecté les consignes d'avancer, sortir dans vos sacs le carton vert et le carton rouge. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour ça et nous allons assez rapidement jouer. Merci beaucoup, Audrey. Et donc l'idée de cette première partie, avant que j'accueille le docteur Claire Ricordeau et puis ensuite les autres personnes, c'est de vous ouvrir à ce qui se joue et que vous connaissez parfaitement, mais dont on a tous, y compris nous professionnels, des problématiques de handicap et notamment en environnement de travail, par lesquelles nous sommes tous traversés. Cette question-là, notamment des biais, des représentations, quand bien même on en est conscient, il est bon, il est utile de se mettre en disposition, de se dire alors attention, qu'est-ce qui me traverse? Et c'est ce qu'on va faire pour davantage pouvoir rentrer ensuite sur le sujet de l'épilepsie. Ça vous va? Alors, le menu cet après-midi, je vous le donne rapidement, je ne sais pas si je l'ai mis là, non, je ne l'ai pas mis là. Le menu de cet après-midi, on va être en 3 temps, plus un temps de conclusion. Le premier temps, ça va être d'arriver à mieux comprendre ce qu'est l'épilepsie. Et donc pour ça, nous avons une équipe ressources épilepsie super, vous allez voir, elles sont bien représentées, avec le docteur Claire Ricordeau que j'ai tout à l'heure évoqué, et qui va nous donner à voir en fait comment ça se passe, d'où ça vient. D'ailleurs, vous allez aussi y participer, peut-être que vous avez des représentations, ce sera utile de pouvoir les sonder, et puis on va essayer de voir voilà, les impacts, et notamment dans le quotidien du travail. On fera un deuxième pas à travers un témoignage. Donc je remercie aussi beaucoup ceux qui ont accepté de témoigner aujourd'hui, en particulier Inès, qui est présente parmi nous aujourd'hui. Et vous allez voir dans son parcours, eh bien, en fait, on va pouvoir éclairer un peu ce qui se passe pour une personne qui va être traversée, peut-être de moins en moins, mais au début, en tout cas, par un certain nombre de crises d'épilepsie. Et puis autour d'elle, l'équipe qui l'a entourée, Marina et Hélène, qui ont du coup joué leur partition aussi pour que Inès puisse aussi, avec d'autres, bien sûr, progresser dans son parcours. Alors, ce qui est vraiment très intéressant avec Inès, c'est quand on a préparé cet entretien, Inès était en recherche d'emploi. Alors on s'était dit, elle est tellement géniale qu'avec le nombre d'employeurs publics qu'il y a là, eh bien en fait, elle va trouver un job à la sortie de l'après-midi. Pas de chance pour vous, Inès a trouvé un job. Donc ce n'est plus une candidature. Mais du coup, nous allons pouvoir illustrer comme ça ce qu'est un parcours d'accès à l'emploi. Et puis on aura un autre témoignage qui sera vidéo, parce que voilà, la personne ne se sentait pas de pouvoir témoigner comme ça. Et là, on sera sur le maintien dans l'emploi, d'un agent qui était en l'occurrence une professeure dans un collège. Et donc, on va illustrer avec son parcours finalement ce que nous mettons en œuvre, ou parfois ce que nous pensons bien mettre en œuvre, comment on pourrait ensemble, peut-être collectivement, peut-être dans des équipes qui se réunissent, arriver à rendre peut-être plus simple le parcours à travers son témoignage. On aura une petite discussion là-dessus. On aura bien évidemment une partie
quelles sont les ressources qu'on peut utiliser. Alors, il y a des ressources qui sont ce qu'on appelle les appuis spécifiques, notamment. On fera un zoom à partir de là. Donc, les appuis spécifiques, on en a grâce au FIP et au financement de la GFI pour le privé, un par famille, dans chacune des régions et voire même parfois en département. Et donc, on va comprendre comment on peut mobiliser ces ressources et qui peut les mobiliser. Et on verra ici, du coup, qu'il y a aussi un focus qui va être fait bientôt, qui est en train de se mettre en place pour que cette équipe ressources enfin plutôt ce dispositif ou cet appui spécifique sur les handicaps cognitifs eh bien, peut aller jusqu'à des spécialités comme celui de l'épilepsie et notamment avec l'équipe ressources épilepsie. Voilà, et puis le docteur Biraben qui a également été un acteur important en montant une consultation épilepsie et travail. Il nous donnera un peu son regard sur ce qui a été dit et sur peut-être les avancées, les perspectives qu'on peut donner avant que vous concluiez, Séverine et Laurent, cette journée en mettant également en perspective ce que nous avons retenu. Ça vous va comme programme ? Je vous l'ai dit comme ça, je vous le représenterai. Alors, je vous propose maintenant de jouer. Donc, on va jouer avec notre cerveau, parce que notre cerveau, à ceci près, c'est qu'il nous rend incroyablement service, mais parfois, il nous joue des tours pas possibles. Alors, c'était juste un petit hommage. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même d'ailleurs dans notre cerveau probablement des choses qui ont pas mal bougé entre avant les Paralympiques et après les Paralympiques. C'est fou, hein ? Parce qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si vous avez été aussi mordu que moi j'étais picousé, j'avais mon téléphone, y compris même quand j'étais au boulot, à me dire alors c'est quoi les résultats ? Et donc on est rentré là-dedans et puis finalement on s'est dit mais c'est génial ce qu'ils font, mais comment ils arrivent à faire sans voir, sans... Bon bref. Donc vous voyez que ça, petit à petit, contribue à traverser. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que quand on côtoie des personnes qui sont porteurs de tel ou tel type de handicap, au bout d'un moment c'est plus un problème, c'est-à-dire qu'on oublie le handicap. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Alors, je vous ai dit qu'on allait jouer. On va commencer. Vous avez sorti vos cartons rouges et verts. Tout le monde les a. Enfin, sauf ceux du fond, je suis désolé, je n'en avais pas fait suffisamment. Mais vous allez le faire éventuellement à main levée. Première question, un collègue qui refuse toutes les invitations lancées par ses pairs et préfère notamment déjeuner seul à 12h, peut-il être en situation de handicap ? Oui, c'est vert. Et rouge, il n'y en a pas. Bon, donc vous êtes tous des professionnels. Je voulais juste avoir une confirmation. Si j'avais quand même quelqu'un qui, par gentillesse, m'avait mis un carton rouge. Donc oui, alors ça peut être quoi comme type de handicap ? TSA, ok. Trouble, ok. Quoi d'autre ? Ouais. Maladie chronique de ce type ? Le diabète, par exemple. Voilà. Donc en fait, on peut imaginer qu'il y a plein de bonnes raisons. Qu'est-ce que notre cerveau va faire quand on va voir ça, alors qu'on est tous en collectif et qu'on aime bien se retrouver ensemble au déjeuner ? C'est qu'il y en a un qui ne joue pas le jeu, quoi. Il ne joue pas le collectif. Ouais, mais en fait, ce n'est pas la bonne raison. Alors ceux qui sont en face, parce que les autres, c'est peut-être un peu déformant, vous voyez quoi, là ? Du blé. Oui, alors du blé éventuellement, mais c'est un blé qui est comment ? Qui est immobile, couché ? Ça bouge, hein ? Alors, ceux qui sont en face, encore une fois, parce qu'il faut quand même être un peu dans une vision centrale pour que ça fonctionne, à votre avis, est-ce qu'on a mis, je ne sais plus comment on appelle ça, un GIF ? Moi, je ne suis pas très techno, mais c'est-à-dire quelque chose qui bougerait, une image animée ou pas ? Non, hein ? Alors, en fait, vous me dites, vous avez mis une espèce de grain de blé qui bouge, comme si c'était ondulé, comme si c'était un champ de blé, ou peut-être même une mer, et vous me dites, mais non, en même temps, c'est pas animé, mais on le sait bien. Okay, juste pour savoir que notre cerveau, vous le savez déjà, mais c'était pour se rappeler que la manière dont on construit le réel n'est pas le réel lui-même, hein, c'est juste la manière dont on le construit. Et pourquoi ? Parce que notre cerveau, il a pris l'habitude que quand il y avait cette disposition-là, notamment avec les vagues par exemple, mais ça peut être aussi dans un champ de blé, eh bien en général ça bouge et ça fait comme des vagues. Et donc la disposition évidemment de ce dessin fait cette illusion d'optique qu'on est sur une vague. Ça marche ? Comprenez pourquoi je commence à vous dire ça, parce qu'effectivement, la représentation qu'on peut avoir d'une situation peut être faussée malgré notre bonne volonté. Tiens, si je vous dis, alors c'est un peu pénible parce que les images bougent, hein, je traduis pour ceux qui n'ont peut-être pas la vision, ou la vue de ça, il y a des images qui bougent et on voit, qu'est-ce qu'on voit ? C'est quoi ce que vous voyez ? Alors, attendez, je passe le micro. On voit deux personnes en train de déjeuner, mais la barre derrière bouge.
Bon, vous êtes trop forte, vous m'avez cassé mon effet que je voulais faire. En fait, au départ, vous voyez, normalement, pour des gens normalement constitués, pas supra-intelligents comme vous l'êtes, donc merci quand même de m'avoir cassé la baraque. Au départ, en fait, on voit des personnages, et donc on va les regarder en premier, parce qu'en fait, notre cerveau a construit petit à petit le fait d'aller directement. Il a trop d'informations. Enfin, en gros, on est en permanence débordé de trop d'informations. Et donc, comme on a trop d'informations, automatiquement, notre cerveau, on va petit à petit l'habituer à traiter quelques informations en premier. Et donc, ce qu'on voit en premier, c'est un joli couple là, qui a l'air d'être bien, un verre de vin, ce qu'ils ont à manger, et on ne voit pas forcément cette barre. Mais vous avez été attentif, vous avez vu la barre. Et donc, avant d'arriver à voir la barre, ben, c'est un peu compliqué. Bon, et là, vous voyez quoi ? Définitivement, je vous décerne une couronne si vous êtes la première à me dire ce que vous voyez là. Il n'y a pas de barre, mais... Alors, elle est où l'erreur ? Plus dur, hein. C'est toujours le même mécanisme que j'essaye de vous montrer, en tout cas pour lequel je voudrais faire cette démonstration. Alors, là on sèche, hein. Ça y est, je viens d'avoir une réponse. Vous avez entendu? Vous l'aviez vu ça? Bravo. Louise, on peut vous féliciter. Bon, c'est une pro aussi, hein. Donc elle a vu 2 fois le mot de. Êtes-vous capable de trouver l'erreur? Finesse. Moi, je vous ai conjuré, hein. Alors, on passe avec un autre quiz. Albert est réservé, méticuleux, cultivé et solitaire. À votre avis, il doit être bibliothécaire, commerçant, pilote de ligne. Alors, vous n'avez pas le droit de jouer, le FIP, parce que je l'ai déjà sorti celle-là la dernière fois. Qui a envie de donner une réponse? Le ridicule ne tue pas, hein, donc on peut y aller. Hein. Albert a le droit d'être ce qu'il veut. Alors, Albert a le droit d'être ce qu'il veut. Ok, super. Autre réponse? Alors, si on modifie légèrement la question, à votre avis, il doit être probablement. Allez, on va rajouter probablement. Pourquoi commerçant? Alors, pardon, vous étiez un peu loin, mais ça ne m'empêche pas quand même de vous donner le micro pour que ceux qui traduisent en même temps puissent écrire. J'avais dit commerçant parce qu'à la base, le pilote de ligne, il travaille avec un copilote, donc il ne pouvait pas être solitaire. Mais je m'aperçois qu'en fait, le bibliothécaire aussi, il a des usagers et le commerçant, il a des clients. Donc, voilà. Ouais, réponse un peu hésitante. Mais vous avez raison. Il est très probablement plutôt commerçant que bibliothécaire ou pilote de ligne. Vous savez pourquoi? Pas du tout pour les raisons que vous pensez. C'est parce qu'il y a infiniment plus de commerçants qu'il y a de bibliothécaires et encore plus de pilotes de ligne. Donc en termes de probabilité, c'est probablement commerçant. Après, il a le droit d'être ce qu'il veut et la réponse était bonne aussi. Hein. Ok, alors un petit parcours sur les pensées routinières ou heuristiques, toujours hein, dans cette vision du handicap invisible qui ne se voit pas et qui parfois se dit mal, difficilement et pour lesquels on peut avoir des surprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion, ce qui est grand est important? Oui, non? Non, hein, ça n'a aucun sens. Hein. Vous avez tout à fait raison. Regardez, d'ailleurs tout le monde en est convaincu. Hein. Ça vous dit quelque chose ces 2 personnages? À votre avis, vous leur attribuez quelle taille à ces 2? Allez, on va jouer au dé. Touc! C'est incroyable hein, ce qu'on arrive à faire avec une photo en décalant. Ben non, c'est même pas une question de photo et de décalage d'optique, de prise de vue, parce qu'ils sont en fait tous les 2 à côté. Alors il se passe quoi? Ben, il se passe ça. Alors,
Après, on ne va pas faire de politique, mais c'était l'illustration simplement qu'il voulait. Donc, peu importe ce qu'on pense de l'un ou l'autre des personnages, mais je pense qu'on peut quand même attribuer à Nicolas Sarkozy d'être quelqu'un d'intelligent. À votre avis, pourquoi Nicolas Sarkozy est-il obligé de passer par ce subterfuge? Est-ce que c'est parce qu'il est terriblement complexé? Ou est-ce qu'il y aurait une autre raison? Eh ben, la raison, c'est que probablement il a dû voir cette étude et ces corrélations qui ont été faites. Alors elles datent un peu, certes, mais je suis sûr qu'aujourd'hui elles fonctionneraient encore. Quand on regarde la proportion, enfin en tout cas la rémunération des personnes selon leur taille en milliers, je ne sais pas, c'était pas d'euros, je crois qu'à l'époque, ouais, 2003, c'était déjà des euros. Vous voyez en fait, hein, qu'on le veuille ou pas, il y a un certain nombre de pensées routinières qui finalement continuent à agir. Allez, un dernier point peut-être, ou je ne sais plus si dernier ou avant-dernier. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce visage, ce personnage? Il y a quoi, pardon? Ah oui, alors le filtre, ouais, la qualité de l'image n'est pas terrible, ok? Merci pour les pros de la com. Bon, c'est une jeune femme, ok? Donc là, pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose, ok. Si je vous demandais, pardon, c'est allé trop vite. Alors je vous dis, elle s'appelle, vous allez me dire quelque chose à partir de l'idée que vous faites de sa beauté, de son intelligence et de son ambition. Je suis désolé, mais il y a un truc à sauter. Et donc, vous dites quoi par rapport à ça? Quand vous voyez la photo simplement, c'est quoi son niveau? Alors si on devait avoir une graduation de 1 à 5 sur sa beauté, son intelligence, son ambition, c'est hyper subjectif ce que je vous demande, hein. Ouais, donc c'est naze en fait, hein, comme question. Mais sauf que en fait ça fait l'objet d'une enquête qui a été menée et simplement les chercheurs qui ont mené cette enquête ont présenté cette photo. Alors quand ils ont présenté la photo en disant qu'est-ce que vous en pensez, les étudiants, il y a eu, je sais pas quoi, c'était d'ailleurs dans un campus. En fait, les étudiants ne savaient pas ce qu'on voulait, donc ils étaient incapables de dire. Et puis on leur a dit, aux uns, cette femme s'appelle Maria D'Angelo, comment vous pourriez graduer son niveau de beauté, son niveau d'intelligence et son niveau d'ambition? Et puis à d'autres, une fois qu'on a fait des paquets de centaines, on est passé à d'autres en disant, elle s'appelle Sarah Fickenstein, et puis au troisième, on a dit Kay O'Malley. Et les résultats sont les suivants. En moyenne, a fait que quand elle s'appelait Maria D'Angelo, eh bien, elle surperformait en termes d'évaluation de beauté. En revanche, en termes d'intelligence, bon, vous savez bien, on ne peut pas être beau et intelligent en même temps. Et sur l'ambition, on ne savait pas trop que dire. Par contre, Sarah Fickenstein, vous voyez, c'est l'inverse. En termes de beauté, non, ça dégradait le fait qu'elle s'appelle Sarah Fickenstein, dégradait en fait l'évaluation qu'on faisait de sa beauté. Par contre, en termes d'intelligence et d'ambition, ça montait. Et puis voilà, le troisième nom, Kay O'Malley, là où l'étude s'est faite, eh bien en fait c'était neutre. On n'était pas capable de dire de la même manière que vous n'avez pas été capable de me dire quand je vous ai posé la question juste avec le visage. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes. J'essaye de vous dire quoi à travers ça? J'essaye de vous dire qu'à partir du moment où tous nous parlons aujourd'hui du handicap, sachez que nos cerveaux fonctionnent à travers le handicap. Or, avant le handicap, on partage 99,9% de ressemblance avec toute personne, ici, ailleurs, dans la condition humaine qui est la nôtre. Le handicap n'est qu'une partie. Donc j'ai presque envie de dire, là je vais être un peu provocateur par rapport aux politiques. En fait, dès lors qu'on commence à mettre en place une politique handicap, c'est que du coup, on a un risque de pouvoir, à un moment donné, être en fait, dans des représentations qui vont nous focaliser sur le handicap et non pas sur la personne. Voilà, je passe relativement vite aussi. Ici, on a essayé, pour vous montrer également qu'on peut jouer sur le handicap, ou en tout cas, si ce n'est sur le handicap, sur les personnes et sur la manière de les aider à se construire à travers ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, ou son contraire, l'effet Golem. Donc Pygmalion, on va valoriser la personne. L'effet Golem, c'est ça se saurait si tu étais intelligent, enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Alors là, on a demandé à des classes, entre 2007 et 2009, à plusieurs classes dans lesquelles il y avait autant de garçons que de filles, de faire preuve de mémoire pour essayer d'identifier, enfin en tout cas de bien retenir ce dessin. Alors dans certaines classes, on a dit c'est un dessin géométrique, hein, un dessin un peu complexe, géométrique, et dans d'autres, enfin, on a dit c'est une figure géométrique plutôt, et dans les autres classes, on disait c'est un dessin.
Et donc on a essayé de voir entre les hommes et les femmes quels étaient les résultats selon la manière dont on désignait cet objet, qui est soit un dessin, soit une forme géométrique. Et voilà les résultats. Dans les classes dans lesquelles nous avions présenté ça sous forme de test de géométrie, les garçons surperformaient. C'est bien connu, les garçons sont meilleurs en maths. Idée reçue. Et dans les autres classes où on présentait ça sous forme de dessin, c'est les filles qui y arrivaient mieux. Ok ? Juste pour vous dire qu'en fait, notre cerveau, il nous joue des tours, comme je le disais tout à l'heure, à travers 4 fonctions essentielles à qui l'on doit, d'ailleurs, dans le développement du cerveau, à qui l'on doit notre survie. À une époque où l'être humain n'était pas forcément l'animal le plus doté si ce n'est de compétences, ou en tout cas de force, voilà, d'attributs qui lui permettaient d'être plus fort que les autres. Et donc parfois, il lui fallait après accourir très vite. Et donc du coup, il a développé quoi ? Il a développé la nécessité d'agir vite, donc de réagir un peu dans l'instantané. Il a développé la nécessité de gérer le trop-plein d'informations. Vous avez vu, on a fait quelques exemples tout à l'heure. Il a développé la nécessité de mémoriser un certain nombre de situations, avec le risque qu'il mémorise quelque chose qui est peut-être déjà une stratégie qui est inopérante dans un nouveau contexte. Mais bon, voilà, il mémorise, donc il va rejouer des choses que nous avons déjà engrangées. Et puis, il va développer également, il va d'ailleurs même pas développer, il va être incapable de fonctionner s'il ne raconte pas une histoire, c'est-à-dire s'il ne trouve pas du sens à ce qu'il est en train d'observer. Donc systématiquement, notre cerveau, sachez qu'on le veuille ou pas, c'est valable pour tout le monde, y compris moi qui maîtrise à peu près ce sujet-là, c'est valable pour tout le monde que la première impression que nous avons, c'est une impression qui est liée à notre nécessité, quand on est surpris, quand on ne connaît pas une situation, à notre nécessité d'agir vite, de gérer le trop-plein d'informations, de ressortir quelque chose de notre mémoire et d'en raconter le récit.